Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Politique et Polémique. Aujourd'hui on parle de sujets importants étant donné qu'on parle d'armes à feu, on parle d'environnement et on parle de guerre, alors allons-y. Donc Benjamin, toi tu es venu nous parler d'un sujet qui nous vient de l'outre-Atlantique, étant donné que tu es venu nous parler des armes à feu aux États-Unis. Alors je te laisse nous expliquer de quoi tu viens nous parler aujourd'hui et quelle est cette information qu'on vient d'avoir. Alors en effet, on parle d'une news qui est tombée donc, le 19 février 2022 et qui fait donc polémique à la fois aux USA mais aussi en France. Effectivement, en fait, un fusil spécialement conçu pour les enfants a été mis sur le marché américain depuis début 2022. Une hérésie pour les nombreux parents et associations de lutte contre les violences par arme à feu. Cette news a donc été relancée par plusieurs médias comme France Info ou Le Républicain Lorrain. Et donc cette polémique prend une tournure inattendue pour les fabricants de cette arme. Mais donc, je me demande, est-ce que les jeunes enfants ont le droit d'avoir ce genre d'arme ? Eh bien, Amir, oui. Aux USA, en fait, posséder une arme est garanti par ce qu'on appelle la Constitution et le fameux deuxième amendement. C'est donc totalement légal. Ainsi, peu importe ton âge aux USA, tu peux posséder une arme en toute légalité. Et donc, quel est ce type d'arme que les jeunes enfants peuvent posséder ? Eh bien, le JR-15 pour Junior est un fusil d'assaut mesurant 80 cm de long et qui pèse moins d'1 kg. Basé sur l'AR-15, un fusil d'assaut souvent utilisé dans de nombreuses fusillades meurtrières, notamment dans les milieux scolaires, comme la fusillade de Las Vegas en 2017, la plus meurtrière de l'histoire récente des États-Unis, avec 58 morts. Cette arme, elle est produite par la société WEE1 Tactical, dont le site internet est restreint qu'aux abonnés, qui salue en fait sur son site la vente de son produit avec le site Un fusil comme papa et maman. Bon, alors étant donné qu'ici je vois assez mal les collégiens acheter des fusils d'assaut, je me demande comment est-ce que ces fabricants font-ils pour attirer les jeunes ? Eh bien, par la publicité et les logos. Un crâne de pirate avec une coupe iroquoise pour les garçons, des couettes blondes pour les filles, une tétine à la bouche, des armes peintes avec des couleurs très vives, le rose, rouge, orange. Bref, tous les clichés sont là pour tenter d'attirer un maximum de jeunes. Ok, mais je suppose que cette affaire, elle a quand même dû faire parler beaucoup de monde, elle a dû faire beaucoup réagir, non ? Exactement. Tout d'abord, la Newton Action Alliance, une association favorable à la limitation des armes à feu, a condamné le lobby des armes et les fabricants qui, je cite, font tout pour continuer à amasser des bénéfices. Mais encore, je vais citer aussi Josh Sugarman, directeur général de l'organisation Violence Policy Center, qui lutte contre la violence des armes à feu, je cite, « À première vue, ça a l'air d'une farce grotesque. En y regardant de plus près, c'est juste grotesque. » Enfin, les réseaux sociaux se sont aussi enflammés, notamment sur Twitter, avec des personnes affligées, déçues et outrées, choquées. Des politiciens aussi démocrates se sont notamment insurgés à propos de ces bandes d'armes. D'accord, mais au vu donc de ces critiques, est-ce qu'il y a quand même des projets de loi pour faire cesser l'omniprésence des armes à feu dans la société américaine ? Eh bien, malgré les nombreuses tentatives qu'il y a à tenter de réguler les armes aux USA, elles sont souvent en fait bloquées par le Congrès américain, étant donné qu'il y a l'influence du très fort lobby des armes à feu qui est la NRA. Pour finir, et aussi comme rappel, en 2021, les armes à feu aux USA ont fait plus de 45 000 morts, dont environ 24 000 suicides, et plus de 1500 mineurs ont été tués, selon l'organisation Gun Violence Archive. En fait, le problème des USA et des armes, c'est toujours d'actualité, et c'est une vraie problématique forte dont devra se saisir Joe Biden au cours de son mandat. D'accord, donc merci beaucoup Benjamin pour cette chronique sur ce fait de société américain. Pour aller dans un sujet qui est toujours pas des plus joyeux, Davy va nous parler de l'environnement et du réchauffement climatique. Alors Davy, pour ta toute première chronique, tu es venu nous parler d'environnement si j'ai bien compris, et alors de plus précisément, de quoi tu vas nous parler ? Alors pour commencer, je vais vous parler de réchauffement climatique. Donc tout d'abord, il y a une prise de conscience par rapport à l'environnement aux États-Unis. Donc c'était la toute première, vers 1870, puisque le premier parc naturel a été créé, et c'est celui de Yellowstone qui se trouve au nord du pays. En France, la prise de conscience était plus tardive, donc elle a été vers la moitié du XXe siècle, au premier parc naturel en France, qui était celui de la Vanoise dans les Alpes en 1963. La création de parcs naturels est donc une avancée dans cette prise de conscience, mais aujourd'hui, la création de ceux-ci ne sont plus la seule et unique solution pour ce réchauffement climatique. Et donc, c'est quoi les autres moyens qu'on a pour lutter contre le réchauffement ? Par exemple, les pays riches tels que les États-Unis ou le Moyen-Orient polluent beaucoup plus que les pays pauvres, comme les pays d'Afrique ou le Bangladesh, ou alors les pays en développement tels que les BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.
Et pour lutter contre ce réchauffement climatique, il y a des COP, donc des conférences internationales, mais aussi des accords et des traités. Et parmi ces COP, quelles ont été les plus importantes ces dernières années? Donc il y a eu d'abord la COP 21 qui s'est déroulée du 30 au 12 novembre 2015 au Bourget en France. Les délégations officielles de chaque pays étaient présentes. Les objectifs fixés par un accord, à savoir les accords de Paris, consistent principalement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré, à 2 degrés, pardon. Donc c'est un traité international sur le réchauffement climatique qui a été signé après, donc le 22 avril 2016. Le point le plus marquant était le fait que les États-Unis se soient retirés de ces accords le 1er juin 2017 sous la présidence de Donald Trump. En revanche, les pays du Moyen-Orient n'ont pas ratifié ces accords, alors que ce sont des pays qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Ok, alors la COP 21 c'était en 2015. Est-ce que depuis on a vu d'autres COP d'importance? Oui, il y a eu la COP 26 qui s'est déroulée à Glasgow, donc c'est en Écosse, du 31 octobre au 12 novembre 2015. Les différents pays se sont réunis et ont signé le pacte de Glasgow. Donc c'est le pacte de Glasgow pour le climat, qui est en fait une sorte de liste de recommandations et non pas un traité. Les objectifs principaux étaient de réduire le réchauffement climatique à 1,5 degré, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de renforcer la coopération internationale dans la transition énergétique et le transport routier durable, etc. Mais ce pacte a également pour but d'aider les pays les plus pauvres, car ils polluent moins, et les pays riches devront leur fournir 100 milliards de dollars, parce que oui, ce réchauffement climatique est injuste, car les pays pauvres polluent pas ou très peu, alors que les pays riches polluent beaucoup plus et ont les moyens de se protéger contre ce réchauffement climatique, car ils ont les moyens financiers. Et comme je l'ai précisé plus tôt, ces pays ne sont pas en obligation de suivre ces recommandations, car ce n'est pas un traité. Ici, le point marquant est aussi par rapport aux États-Unis, car ils se sont à nouveau réinsérés dans les accords de Paris le 20 janvier 2021 sous la présidence de Joe Biden. D'accord. Et pour revenir à ces accords de Paris, parmi les États qui les ont ratifiés, est-ce que les acteurs respectent en réalité ces accords? Au niveau des engagements de Paris, il y a des pays qui respectent et qui essaient de respecter, et d'autres pays qui n'essayent pas et qui n'ont tout simplement rien signé ou pas ratifié les accords. Donc tout d'abord, 58 pays signataires ont fixé des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Sur 195 États signataires, il n'y en a que 17 à faire ce qu'il faut pour ce réchauffement climatique, pour l'accord de Paris, dont la Gambie qui a été présentée comme extrêmement bonne élève par rapport à ceci. D'accord, donc félicitations à la Gambie, mais en ce qui concerne les autres États, que se passe-t-il? Sur les pays signataires, il y en a 20 qui ne prévoient pas dans leurs plans d'action nationaux de réduction de gaz à effet de serre, et il y a certains pays comme la Russie ou l'Iran ou l'Arabie saoudite qui n'ont agi mais de manière insuffisante, donc cela n'a aucun impact sur le climat. C'est donc un bilan plutôt contrasté, mais si on sort du point de vue étatique, à notre échelle, est-ce que l'on peut agir sur le changement climatique? Oui, à plus petite échelle, on peut agir. Donc la première chose serait de faire attention à la consommation d'électricité et de chauffage chez soi, parce que l'énergie provient en grande partie du pétrole, du charbon et du gaz. Et par exemple, pour l'électricité, au niveau des lumières, il faudrait privilégier les LED par rapport aux lampes à incandescence qui réchauffent très vite et qui consomment beaucoup d'énergie. Ensuite, on entend souvent parler des déplacements. Donc, c'est vrai que la meilleure manière de se déplacer, ce serait à pied ou en vélo. Mais sinon, pour les distances plus grandes, il existe les transports en commun et aujourd'hui des applications pour le covoiturage. Donc ça se développe de plus en plus et la rémunération se ferait de manière différente selon les applications. Et donc maintenant, c'est à vous de choisir comment est-ce que vous voulez vous déplacer. Ok, alors merci beaucoup pour cette chronique sur un fait d'actualité depuis quelques décennies maintenant. Maintenant, on va accueillir Ilian qui lui va nous parler de la guerre russo-ukrainienne qui est le fait important de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Alors Ilian, toi tu viens de nous parler du conflit qui fait rage entre l'Ukraine et la Russie, alors je te laisse nous expliquer d'où vient ce conflit. Alors après la guerre froide et l'effondrement de l'URSS depuis 1991, l'Ukraine devient indépendante. Suite à ça, elle se détourne de la Russie pour tenter de rejoindre l'Union européenne et l'OTAN. Le problème étant que pour le président russe, l'Ukraine fait partie de la Russie. On y parle russe et elle considère que le berceau de sa civilisation se situe à Kiev, l'actuelle capitale de l'Ukraine. Et donc, pour cette raison, les Russes considèrent que Kiev et l'Ukraine leur revient de plein droit?
En juillet 2021, Poutine défend dans un long texte l'idée que les deux pays ne forment qu'un seul et même peuple. Il dit que l'indépendance de l'Ukraine est une tragédie. Pour lui, c'est une injustice et la Russie a été dépouillée. En 2014, leurs relations se sont accentuées. Une révolution chasse le président ukrainien pro-russe et une guerre éclate à l'est de l'Ukraine. La Russie soutient alors des séparatistes et s'empare d'une péninsule, la Crimée. Depuis, de plus en plus d'Ukrainiens désirent que leur pays rejoigne l'OTAN, organisation militaire fondée en 1947 par les États-Unis et des pays européens pour faire face à l'URSS. Pour faire face à l'URSS, donc, mais maintenant que l'URSS est tombée depuis pratiquement 30 ans, que devient l'OTAN? À partir des années 2000, l'OTAN s'élargit et d'anciens pays de l'URSS rejoignent cette organisation. L'Ukraine désire également y entrer. Cependant, pour Poutine, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait franchir une ligne rouge. Tout nouveau mouvement de l'OTAN vers l'Est est inacceptable, déclare-t-il. Depuis plusieurs années, des pays membres de l'organisation, comme la France, freinent le processus pour éviter de nouvelles tensions avec la Russie. D'accord, et en dehors de la question de l'OTAN, qu'est-ce qui pousse la Russie à attaquer maintenant? Comme l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est de plus en plus envisageable, la Russie agit aujourd'hui parce que la situation peut lui être favorable. Les Américains sont fragilisés par leur retrait chaotique d'Afghanistan et sont occupés avec leur rivalité avec la Chine. En Allemagne, un nouveau gouvernement a pris place en fin 2021 et la France, quant à elle, se préoccupe des élections présidentielles de 2022. Il faut savoir que la Russie est le principal fournisseur de l'Union européenne. C'est un moyen de pression efficace puisqu'on est en hiver. Si elle coupe le gaz, de nombreux problèmes seraient causés en Europe. D'accord, et dans ce conflit, qu'en est-il de la question de l'arme nucléaire? Au niveau du risque nucléaire, la Russie possède le plus grand arsenal nucléaire du monde. L'Ukraine l'a possédé il y a 30 ans, mais a décidé d'abandonner son stock nucléaire. Plusieurs pays et acteurs sont présents et impliqués dans cette crise comme les États-Unis, l'OTAN et l'Union européenne. Si le conflit dégénérait, il concernerait alors un grand nombre d'États. D'accord, mais cette possible intervention, elle est hypothétique. Alors, est-ce qu'il y a des réels accords qui obligent les différents États à venir en aide à l'Ukraine sur le plan militaire? Étant donné que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne, aucun État en Europe n'a d'obligation légale de défendre ce pays. Cependant, autour de l'Ukraine, des pays en sont membres et ils se tâtent à agir, dont la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. Maintenant, une question se pose. Devons-nous craindre une troisième guerre mondiale ? D'accord, donc merci beaucoup Ilian pour cette chronique, pas des plus réjouissantes, mais importantes quand même. Et du coup, merci à tous de nous avoir suivis dans ce numéro très riche en informations, et à une prochaine fois, je l'espère.